C'était donc Miel en banlieue. On attend vos réactions bien sûr sur le hashtag DocuDébat. Ce documentaire a été réalisé par vous, Florent Collodian, co-réalisé même avec Adrien Urbain. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Dominique Sénat, bonjour. Bonjour. Vous êtes apiculteur, administrateur de l'Union nationale de l'apiculture française. Près de vous, Axel Descourtis. Vous êtes écotoxicologue, directeur scientifique et technique de l'ITSAP Institut de l'abeille. Bienvenue. En face de vous, Laurence Abeille. Bonjour. Vous êtes députée Europe Écologie Les Verts du Val-de-Marne, présidente du groupe d'études de l'Assemblée nationale sur la biodiversité. Et enfin, Bruno Parmentier, bienvenue. Bonjour. Vous êtes ingénieur, économiste, conférencier et ancien directeur de l'École supérieure d'agriculture d'Angers. Bienvenue à tous. Alors, on parle beaucoup des abeilles en ce moment. Leur survie est devenue une grande cause en France et aux États-Unis. À quel moment, Florent, vous y êtes intéressé? Ça date de quand, le début de votre enquête? On va dire que ça débute en fait dès l'enfance. J'ai commencé à manger du miel, donc l'attrait pour les abeilles, ça a commencé tout petit. Mais plus particulièrement, ça a commencé sur un ancien documentaire qui s'appelait De la terre à l'assiette en Arménie. Et c'était donc pour filmer des potagers et comment les personnes arrivaient à être autosubsistance avec leurs potagers. Et c'était en zone très rurale. L'Arménie est très peu urbaine à part la capitale. Et en revenant en 2013, j'ai rencontré, Adrien était un ami, mais j'ai rencontré son père qui venait d'installer des ruches dans son pavillon dans le Val d'Oise, donc à Aubonne. Michel Urbain et donc Adrien Urbain m'ont invité à participer à une récolte. Et là, quelle surprise de trouver donc dans une zone urbaine un petit pavillon, certes, avec un jardin peut-être de 150 mètres carrés, mais surtout une ruche placée à 2,50 mètres de la porte d'entrée. Donc on passait directement les cadres, directement par la fenêtre, et on se retrouvait dans le salon et les abeilles suivent le miel, arrivaient dans la maison. Et là, ça a été une prise de conscience qu'on peut vivre totalement en harmonie avec l'abeille près de chez soi en zone urbaine. Alors effectivement, c'est ce qu'on découvre dans votre documentaire, que les abeilles aujourd'hui vivent mieux en ville qu'à la campagne, ce qui est quand même un comble aujourd'hui. C'est ça que vous vouliez montrer en fait, c'est cette question-là que ça vous a posé? Est-ce que vous saviez qu'en fait elles fuyaient quelque part les campagnes? Je pense pas qu'il faut voir le problème comme ça. Nous, on l'a plutôt traité sur le fait qu'il y avait 15% de mortalité, donc elles meurent moins en ville qu'à la campagne. Dans certaines campagnes, tout est à relativiser. Donc c'est pas dire qu'elles vivent mieux, mais plutôt essayer de comprendre où elles vivent, quels sont les apiculteurs, comment on peut pratiquer une apiculture en zone urbaine sans mettre en danger les gens, tout en essayant de préserver l'abeille et en essayant de développer sa présence le mieux possible, plus qu'elle soit en harmonie en zone urbaine. C'est-à-dire que on a fait un peu volontairement le mot banlieue parce que c'est souvent en fait rempli de préjugés. On entend banlieue, on pense tout de suite à des situations difficiles, défavorisées. Nous qui sommes nés dans le Val d'Oise, je suis né à Colombes dans le 92, on a eu une autre vision de cette banlieue avec beaucoup de forêts, avec beaucoup de jardins. On avait nos vélos, on se promenait et on a voulu montrer en fait ce visage de la banlieue qui est rarement présenté dans les médias. Vous vous doutiez il y a 2 ans que ce sujet des abeilles serait aussi important et omniprésent dans le débat public? Oui, j'espérais en tout cas. Ouais. Si on a fait le film, c'était pour amener, pour participer, parce que des gens comme l'UNAF, l'Union nationale de l'apiculture française, ont déjà commencé ce combat il y a plus d'une dizaine d'années, il y a 20 ans peut-être déjà, ils essayent de faire en sorte que ça soit le plus médiatique possible. Mais aujourd'hui, je ne pensais pas voir une telle popularité de l'abeille en fait. Dès qu'on a parlé, nous, de notre film, les mairies nous ont ouvert les bras, les entreprises qui installent des ruches nous ont ouvert les bras. On a été au commissariat à l'énergie atomique, on a été donc au Jardin du Luxembourg, des lieux dans lesquels, avec un autre sujet, on ne nous aurait pas forcément donné les autorisations tout de suite. Vos réactions à ce documentaire? Dominique Sénat, vous êtes apiculteur, je vous donne la parole en premier. Je rejoins ce qui vient d'être dit. L'abeille reste quelque chose de curieux, de mystérieux et d'attrayant. Quand je dis mystérieux, tout le monde sait ce que c'est qu'une fleur ou à peu près, tout le monde sait ce que c'est qu'un pot de miel ou à peu près, mais la relation qu'il peut y avoir entre la fleur, l'insecte, la ruche, en passant par l'alimentation humaine et le pot de miel final qui, lui, en plus, c'est la cerise sur le gâteau, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et je pense que c'est un peu à condition qu'on soit piqué par le virus, excusez-moi l'expression, c'est un peu ça qui fait, qui rend, qui donne l'envie. Qui plus est, aujourd'hui, on est confronté, donc, comme ce que vient de dire Florent, les mortalités nous inquiètent beaucoup, les difficultés de l'apiculture, la complexité de l'apiculture aujourd'hui, des situations auxquelles on ne s'attend pas, des chamboulements complets au niveau de la ruche, au niveau de l'insecte,
on a du mal à comprendre par moments ce qui se passe. Et je pense que c'est aujourd'hui un vrai sujet de société. Il faut s'y pencher sérieusement. Et c'est ce qui donne l'attrait à l'activité d'apiculteur. Sujet de société et économique aussi. Laurence Abeille. Oui, c'est vrai que c'est un sujet économique parce que l'agriculture, c'est ce qui nourrit la planète et sans pollinisateurs, on ne se nourrira plus. Donc c'est un peu la fin de l'humanité qui est annoncée avec la disparition des abeilles, d'où cette inquiétude qui grandit quand même dans la population et qui est de plus en plus partagée, même si c'est encore relativement timide par les politiques. Mais c'est vrai que depuis 2-3 ans, on essaie d'avoir des actions fortes au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale pour faire comprendre qu'on vit dans des écosystèmes et que quand un morceau de l'écosystème ne fonctionne plus, à ce moment-là, tout se détruit. Et l'abeille est vraiment l'insecte sans doute le plus symbolique et aimé de la population, c'est vrai. C'est un animal sympathique, il produit ce miel qui est doré, qui est bon. Et en même temps, il permet de polliniser tous les fruits et les légumes. Voilà. Mais il y a encore je pense, cette grande timidité, enfin pour tout dire. De moins en moins quand même. Non, mais vis-à-vis de la part des politiques, à aller vers la protection des écosystèmes. Parce que sans ces écosystèmes, effectivement, nous n'existerons plus, l'abeille évidemment. Et l'abeille est le symbole de l'équilibre de la biodiversité et des écosystèmes. Et donc en ville, comme on le voit dans le reportage, où effectivement elles se trouvent bien parce qu'il y a un écosystème qui leur convient plutôt pas mal. En revanche, dès qu'on sort et dans des territoires beaucoup plus où là, il y a de monoculture, des territoires de grande culture, à ce moment-là, on voit bien que les abeilles sont dans des situations très très dures. Axel de Courtier, vous voulez réagir? Oui, mais c'est vrai qu'on met souvent en avant l'activité économique, les bénéfices économiques liés à l'abeille. On a tous en tête ces 53 milliards d'euros qui seraient produits par la pollinisation par les abeilles. On voit dans ce reportage que ça va au-delà, parce que l'apiculture, en fait, c'est une activité de partage aussi. Voilà, c'est un lien social qu'on crée en ville, et c'est d'autant plus un lien social intéressant qui se fait autour d'un animal social. Et il y a beaucoup d'analogies dans le reportage entre l'animal social, la société, et puis ce qu'on projette sur cet animal-là. Que ce soit de la monarchie, que ce soit quelqu'un qui dit l'abeille est socialement intégrée à la ville. Donc voilà, ça c'est intéressant. Maintenant, attention, on combat avec ce reportage et avec l'apiculture en ville une idée fausse qui serait de dire les villes sont des territoires stériles où il n'y a pas de fleurs. C'est faux. Par contre, attention à l'idée fausse qui remplacerait la première, de dire l'urbanisation, c'est bon pour les abeilles. Ce serait l'écueil. Ouais, ce serait un peu l'écueil aussi de ces raccourcis-là. Bruno Parmentier. Oui, ce film invite à changer de regard. Parce qu'en fait, nous on dit, il y a la ville puis la campagne, quoi. Voilà. Alors, c'est quand même bluffant de penser que les abeilles meurent moins en ville qu'à la campagne. Mais au-delà de ça, la nourriture, c'est pas uniquement des choses qui viennent de la campagne en ville. En banlieue, il y a énormément de gens qui ont des jardins. Alors pour le moment, la crise économique ne nous frappe pas. Je vous rappelle, la crise économique, c'est très simple. C'est quand les banlieusards retirent leur rosier pour mettre des pommes de terre. Mais ceci dit, une fois qu'on a dit ça, on peut faire énormément de légumes aussi en ville, pas seulement du miel. Et c'est une des solutions pour mieux nourrir les grandes villes du monde, de remettre de l'agriculture en ville. Alors en ville, c'est pas tellement à Paris. À Paris, il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est extrêmement serré, il n'y a pas de terrasse. Mais si on commence à prendre la banlieue, on s'aperçoit à travers le film qu'il y a énormément d'espace. Alors dans les grandes villes du tiers-monde, n'en parlons pas. Et c'est un enjeu majeur, finalement, l'agriculture urbaine. Ça va s'étendre donc ce phénomène, Florent Collodian? Probablement, oui. Moi, je miserais beaucoup sur son extension et Alors l'extension, va falloir faire attention. Il faut que les gens n'installent pas une ruche. C'est pas si simple que ça. C'est pas uniquement un loisir. C'est vraiment une activité où il faut faire des visites très régulières, plusieurs fois par mois. Donc il faut faire vraiment attention. Nous, sur le film, on s'est un petit peu moins concentré sur la mortalité des abeilles parce qu'il y a déjà eu beaucoup de documentaires qui en parlaient scientifiquement. Nous, on a vraiment essayé de savoir en ville, qu'est-ce qu'elles apportaient aux êtres humains qui les élèvent et ceux qui y participent aussi, parce qu'un apiculteur va toujours inviter ses voisins, ses amis à participer. Et ce qu'on se rend compte, c'est que l'apiculteur, en fait, va changer de regard sur sa banlieue et va identifier les fleurs autour de lui que les abeilles vont aller butiner et va essayer de contribuer à leur prolifération.
essayer, certains, les incroyables comestibles, vont lancer des petites graines comme ça, à droite, à gauche, dans les jardins publics. Et après, il y a vraiment une démarche de citoyens, de constitution d'associations, pour dire, effectivement, ces territoires où il y a encore de l'espace, on pense aux terrasses, par exemple, au toit, il y a quelque chose à faire dessus. Donc c'est clairement un rapprochement, ce phénomène-là, entre les villes et la nature, et puis c'est un engrenage en fait, parce que le rapprochement vers l'abeille va vers le reste, les fleurs, etc. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est des campagnes de sensibilisation. Bon, on sait que l'abeille, ou les abeilles sont à protéger, on le sait. Il y a des plans nationaux des pouvoirs publics qui vont dans ce sens-là. On a besoin aussi de cette population qui est urbaine. Hein. Maintenant, on vit dans les villes. Cette population soit sensibilisée à la protection des abeilles. Maintenant, le reportage montre en fait 3 types d'apiculture. Hein. Un type d'apiculture qui est familial, plutôt en dessous des 30 ruches, qui nourrit sa famille avec du miel ou ses amis. Voilà, ça c'est 90% des apiculteurs en France. Après, il y a une apiculture qui est plutôt plus réactive, c'est un second revenu, 100, 150 ruches. Et puis, il y a une troisième apiculture qui montre au bout de son nez, c'est en gros une entreprise qui passe contrat avec une autre entreprise pour entretenir des ruches. Bon, ça, c'est plutôt une apiculture qui est très marginale sur le territoire. Et on voit des sociétés qui redorent leur image ou font un outil de management aussi grâce à l'abeille. Il manque une apiculture, qui est l'apiculture professionnelle, qui alors là est plutôt une apiculture clairement rurale. Et qui produit la plupart du miel en France. Alors, j'ai une question parce qu'on comprend dans le documentaire qu'il y a l'abeille sauvage, l'abeille domestique. J'aimerais comprendre la différence, en fait, et qu'est-ce qu'une abeille domestique, Dominique Sénat? Je voudrais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit, Oui. si vous permettez. Quand vous parlez d'installation de ruches pour des entreprises qui veulent se redorer le blason, là-dessus, on partage complètement ce point de vue à l'UNAF, sauf exception dans le cadre du programme Abeilles Sentinelles de l'environnement. C'est-à-dire que la prise de conscience aujourd'hui, elle est claire, et ce que vient de dire Florent est exact. Les abeilles de ville vont très bien, et les abeilles de campagne vont moins bien. Donc d'une façon toute simple, le programme Abeilles Sentinelles, en fait, est là pour démontrer, d'une façon simple, on installe des ruches en ville, on installe des ruches en campagne, et pourquoi ces ruches qui sont donc dans des zones très urbanisées, des zones polluées, pourquoi sur ces ruches-là, on a beaucoup moins de mortalité, pourquoi sur ces ruches-là, eh bien, les abeilles rentrent 30%, 35% plus de miel. Nous, la démonstration, elle est toute simple au travers de ce programme Abeilles Sentinelles de l'environnement. Maintenant, c'est clair aussi, toutes les entreprises ou tous les partenaires qui viennent nous voir s'engagent à respecter une charte. C'est-à-dire que clairement, on n'est pas là pour reverdir leur image. Ça, c'est sûr. Maintenant, abeille domestique ou abeille sauvage, pour moi, l'abeille, elle est sauvage. Nous la mettons dans des caisses, nous la mettons dans des ruches, mais elle fait ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'on la fait bâtir sur des rayons droits, dès lors que naturellement, l'abeille ne bâtit rarement droit pour des questions de température. Les volumes que nous lui offrons, ce n'est pas forcément les bons volumes. Chaque évolution ou chaque apiculteur qui a eu l'idée d'offrir une meilleure ruche à l'abeille, pensait avoir la meilleure idée. Mais en fait, naturellement, elle n'a pas besoin de nous. Elle fait ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une abeille sauvage qui s'adapte, quelle que soit la ruche qu'on lui propose. C'est ça que vous êtes en train de dire. En fait, il n'y a qu'un seul type d'abeille, mais l'abeille est très adaptable. Bon, je pense qu'on peut résumer comme ça, mais c'est aussi pour faciliter le travail de l'apiculteur. Parce qu'en plus, l'abeille est généreuse. Voilà. Alors, au-delà de leur rôle dans notre écosystème, les abeilles, on le sait, ont un impact déterminant sur notre santé. Je voudrais qu'on réécoute un extrait de votre documentaire, Florent. Les abeilles, elles, dans leur miel, il y a des vitamines, provitamines, oligo-éléments, sels minéraux, acides aminés, diastase, et j'en passe. Bon, parce qu'il y a plein. Mais tout ça, c'est bon pour elles, c'est bon pour leur corps, c'est bon pour leur vitalité. C'est très bon pour l'homme aussi. Pour ça, un mec comme moi, 75 berges, ma femme, 74. Pas un seul médicament. Par contre, on utilise beaucoup les produits de la ruche. Alors, on va en parler tout au long du débat. Les abeilles subissent aujourd'hui de nombreuses menaces. Quelles seraient les conséquences, l'état d'un monde sans abeilles? Laurence Abeille.
Ça a été souvent dit, y compris on prête à Einstein cette phrase comme quoi Qu'il n'aurait jamais prononcée. qu'il n'aurait jamais prononcée, mais finalement c'est une belle légende qu'il puisse l'avoir dit, c'est que sans abeilles, il y aurait plus d'humanité, il n'y aurait plus de vie sur Terre. Et tout ce qu'on peut inventer pour essayer de remplacer les abeilles, et d'ailleurs il y a des tentatives avec des drones d'un côté ou peindre à la main, etc. Bon, tout ça, je pense, ne mène nulle part. Et c'est vrai qu'on a du mal on chiffre en centaines de milliards, au fond, les services que rendent les abeilles. Oui, ce que j'ai vu, 153 milliards. Voilà, et encore, moi j'ai lu des chiffres assez variés, mais qui sont tous absolument gigantesques. Donc en fait, on ne peut pas remplacer les abeilles. Donc nous devons protéger les abeilles impérativement pour nous sauver nous-mêmes. Ça, je pense que c'est de ce point de vue-là qu'on doit partir pour essayer de préserver notre environnement, notre humanité. Bruno Parmentier, les abeilles, en fait, qu'est-ce qu'elles font qui les rendent si indispensables? Alors, elles pollinisent. Hein. La plupart des plantes ont besoin de ce transport d'une plante à l'autre pour pouvoir se reproduire. Et à peu près 80% des plantes, pour situer, c'est pas rien. Hein. Exactement. Donc, un monde sans abeilles, il n'y a plus que à peu près les céréales, quoi. Il n'y a plus que du blé, du riz, du maïs. Terminé. Il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de légumes, il n'y a plus de pommes de terre, il n'y a plus de café, il n'y a plus de cacao, il n'y a plus... Alors, ça va bien au-delà des fleurs qu'on a dans nos pots de fleurs. Hein. C'est très, très impressionnant. Alors, à tel point que, par exemple, il n'y a plus de cerises. Alors, en Chine, ils en sont à essayer de grimper dans les cerisiers au printemps pour féconder avec un coton-tige les cerises. Enfin, on imagine bien que c'est complètement absurde, quoi. Bon. Enfin, il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de cerises, c'est tout. Il n'y a plus de fraises, il n'y a plus d'abricots, il n'y a plus de pommes, il n'y a plus de poires, il n'y a plus... donc, il n'y a plus de tomates. Enfin, il faut se rendre compte de cet énorme défi. Et puisqu'on est à la veille de l'été, on va partir en vacances. Eh bien, attendez, c'est quand même très impressionnant. C'est beaucoup plus que les abeilles. On peut traverser la France au mois de juillet sans nettoyer son pare-brise dorénavant. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Il n'y a plus d'insectes. Alors là, c'est la notion de dégâts collatéraux, quoi. On a dit, il y a des insectes qui mangent les plantes. Bon, les plantes, c'est pour nous. On va les détruire. Manque de chance. En même temps, on détruit les insectes qui fécondent les plantes, qui leur permettent de vivre. Donc, à la fin, il va falloir rééquilibrer un petit peu les choses. Et traverser la France pour aller en vacances sans nettoyer son pare-brise, voilà, ça, c'est un truc que tout le monde peut faire. Et on se dit, quand même, c'est gravissime. Et s'il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux non plus. Ouais. Voilà. Il y a de moins en moins d'oiseaux, des petits oiseaux en particulier. Dominique Sénat. La chaîne alimentaire est impactée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte du déficit. Tout le monde connaît l'hirondelle, tout le monde connaît le moineau. Eh bien, on se rend compte qu'au fil des années, eh bien, tous ces individus-là disparaissent, clairement. Moi, j'aimerais aussi voir sur notre santé. Donc là, on a parlé de l'alimentation. Mais donc, si effectivement, on réduit notre alimentation de moitié et qu'il ne reste plus que des céréales, à terme, notre santé. C'est ça que je voulais ajouter. Hein. Alors voilà. Voilà, je fais quand même pas mal d'animations dans le cadre associatif et bénévole vers les enfants. Donc la question simple qu'on leur pose, c'est que prenez-vous au petit déjeuner le matin? Donc ça part dans tous les sens. Jus de fruits, chocolat, et ainsi de suite. Ce que vous venez de dire, voilà, c'est clairement, il reste du thé, il reste du riz, il reste du pain. Et tout le reste. Même le chocolat. Même le chocolat, même la viande, même les produits laitiers. C'est là où ça. Voilà. Et alors, la relation après entre les bovins, les ovins, les caprins, oui, mais l'herbe a besoin de pollinisateurs. Et oui. Et s'il y a moins de pollinisateurs, il y a moins de nourriture pour. C'est toute la chaîne alimentaire qui est remise en question. Axel Descourtiers, vous voulez réagir? Sur ce sujet, il faut bien faire passer le message que là, on parlait d'une seule espèce d'abeille, hein, qui est l'abeille élevée par les apiculteurs, qui, alors domestique ou pas domestique, il y a effectivement, on peut se poser la question, parce que des fois, on ne contrôle pas grand-chose. Mais c'est une espèce parmi à peu près 1000 espèces d'abeilles sauvages, qui est un monde assez silencieux, qui passe discrètement, qui est discrètement dans notre paysage, mais qui sont également essentiels pour la pollinisation. Donc quand on regarde l'abeille mellifère, elle est représentante aussi de 1000 espèces d'abeilles sauvages dans nos paysages. Et c'est cette diversité-là qu'il faut aussi préserver pour assurer les bénéfices économiques et puis aussi notre bien-être, hein, parce que 5 fruits et légumes par jour, c'est pas possible sans les abeilles, effectivement. Et puis la beauté de nos paysages aussi, tout simplement. Alors, il y a aussi ce qu'elles fabriquent, les abeilles, qui est d'une grande richesse. Miel, gelée royale, propolis, venin. Quelles sont les vertus de ces produits? Qui veut répondre? Peut-être
L'apiculteur qui est avec nous. Le miel, on va commencer par le miel que tout le monde connaît. Donc c'est vraiment un produit qui est très très riche en toutes sortes de choses, notamment tout ce qui concerne l'alimentation en sucre. Clairement, on n'a pas besoin de saccharose dans notre existence. Le saccharose, c'est vraiment un élément dont on pourrait se passer. Par contre, tous les autres sucres contenus dans les miels, c'est vraiment indispensable à notre bien-être. On considère la propolis comme étant l'antibiotique de la ruche. Alors, qu'est-ce que la propolis? Eh bien, c'est un produit que l'abeille va chercher sur les bourgeons de certains arbres. Et elles vont en enduire l'intérieur des ruches. C'est vraiment, elles rendent la ruche excessivement propre, à tel point que plus sur la fin de saison, sur le mois de septembre-octobre, eh bien, vous avez des rongeurs qui réussissent à rentrer dans les ruches si l'apiculteur n'a pas été suffisamment précautionneux. Les abeilles vont par moments réussir à tuer cet individu, mais jamais n'arriveront à sortir le cadavre. Un mulot, une musaraigne, eh bien, elles vont embaumer ce cadavre avec de la propolis. Aujourd'hui, on commence à comprendre les vertus du venin d'abeille sur notamment la sclérose en plaques. Bon, les études sont en cours. Après, il faudra se demander plus à des spécialistes. Ouais. Et la cire, clairement, eh bien, pendant des centaines d'années, on s'est éclairé avec la cire. Et je reviens aussi sur ces animations dont nous avons déjà parlé, les apidèses, où nous faisons fabriquer des bougies aux enfants, mais aussi aux grandes personnes, justement pour avoir cette sensibilisation sur le rôle important de la cire à un moment donné de notre existence d'être humain. Les produits de la ruche qui sont vraiment d'une richesse exemplaire. J'oubliais le pollen. La diversité des pollens. La diversité des pollens participe, tout à l'heure on a parlé de la diversité de l'alimentation de la ruche. Clairement sur de la monoculture, eh bien, nos ruches vont avoir à un moment donné un souci sanitaire. Parce que l'abeille est comme nous, elle a besoin de différentes protéines. Donc la protéine de la ruche, eh bien, sont les pollens. Si elle n'a pas cette diversité, ça fonctionnera mal. Cette diversité, aujourd'hui, elle la trouve en ville. Je dirais heureusement, malheureusement, après, je ne sais pas comment on peut se placer. Mais c'est là où vraiment on peut se rendre compte également que bien en ville, il y a de la biodiversité. Je vous dis, c'est un exemple concret, c'est un exemple tout simple d'installation de ruches en ville. Les ruches vont très bien parce qu'il y a ce facteur aussi de biodiversité qui n'existe plus en campagne. Alors, depuis 1995, 30% des colonies disparaissent chaque année. En 10 ans, 15 000 apiculteurs ont cessé leur activité. Donc avec la disparition des abeilles, c'est des emplois qui s'éteignent aussi. Vous, en tant qu'apiculteur, ces difficultés-là, vous les ressentez? Oui. De plus en plus fréquemment, en sortie d'hiver, eh bien, les mortalités augmentent. C'est-à-dire qu'on considérait par le passé que 5% de mortalité en sortie d'hiver, on était dans le raisonnable. Après, on est passé à 10. Ensuite, on est passé à 15. Aujourd'hui, moi, je suis à 35. Donc là, on est un peu face à un mur. Et c'est surtout une remise en cause permanente. Eh bien, déjà, de nos pratiques apicoles. On se pose des tas de questions. Est-ce que c'est moi? Ensuite, vous rencontrez des apiculteurs professionnels où ils sont dans les mêmes proportions. L'ordre de grandeur, c'est 30, 35, 40%. Donc voilà, donc, quand on ouvre les ruches au printemps, on a toujours un petit peu la boule au ventre en se disant qu'est-ce qu'on va trouver. Et aujourd'hui, le premier travail de l'apiculteur, c'est effectivement de reconstituer ces 300 000 colonies qu'on perd chaque année, parce que 30%, c'est 300 000 colonies à peu près, 300, 350 000. Donc clairement, le nombre de ruches ne diminue pas, le nombre d'apiculteurs ne diminue pas, parce qu'il y a un engouement certain. Par rapport à l'abeille et à l'apiculture. Donc de plus en plus de personnes viennent à l'apiculture. Ouais. Donc on est obligé chaque année de reconstituer le cheptel. Ça impacte la production. Et on est toujours aujourd'hui obligé de constituer un cheptel nécessaire et suffisant pour essayer de devancer les éventuelles pertes de la saison hivernale suivante. Voilà à peu près où on en est aujourd'hui dans le schéma de l'apiculture. Moi, j'ai démarré l'apiculture il y a une quinzaine d'années. On va dire que je me posais pas trop la question. C'est-à-dire que la saison se déroulait à peu près normalement. Bon, après, avec les aléas climatiques, oui, mais qui n'étaient pas aussi marqués aussi que maintenant. Parlons aussi de la production de miel. On a perdu 75%. Divisé par 3, ouais. On a perdu 75% de la production de miel en 20 ans. Ça correspond à l'arrivée sur le marché des néonicotinoïdes. Voilà. Et vous me faites ma transition, comme on vient de le dire, merci. Les abeilles sont effectivement victimes de plusieurs menaces. Il y a les pesticides, il y a aussi les parasites. On va essayer de comprendre un petit peu toutes ces menaces. On réécoute un extrait de votre documentaire. Le commerce mondial des seins est à l'origine de l'arrivée d'un parasite. Le Varroa destructor. Mesurant environ 1 mm, le Varroa se propage dans les cellules du couvain, là où se développent les larves. Les individus sortant du couvain subissent des malformations. Les autres sont affaiblis,
et meurt rapidement. Il peut décimer une ruche en seulement 2 à 3 ans. Aucune variété d'abeilles n'échappe aux attaques de ce parasite. Alors le varroa, voilà, ce parasite, on a l'impression que la seule riposte contre ce varroa, c'est la riposte chimique. C'est le cas ou pas? Qui peut me répondre? Alors, je vais essayer d'y répondre. Je pense que Dominique. oui. Actuellement, oui. On n'a pas beaucoup d'alternatives pour essayer de maîtriser varroa dans les ruches. Donc clairement, on met de la chimie dans nos ruches. Il y a des traitements alternatifs, mais qui sont beaucoup moins efficaces et qui obligent surtout à des contrôles beaucoup plus rigoureux et très souvent à des traitements complémentaires divers. Donc ça, c'est le premier point. Comment il est arrivé en Europe, Commerce mondial. Commerce mondial, il est arrivé début des années 80 en France. Ouais. Et c'est pour ça que quand aujourd'hui on nous dit varroa est responsable de la disparition des colonies, il y participe. Mais de 80 jusqu'au début des années 90, enfin milieu des années 95, varroa était déjà présent dans nos colonies et il n'y avait pas plus que ça de perte de colonies. C'est-à-dire qu'à une époque où l'apiculture, le monde de l'apiculture, pardonnez-moi l'expression, mais bricolé entre guillemets par rapport à varroa, eh bien l'apiculture s'en sortait encore pas trop mal. Et puis au milieu des années 90 sont arrivés les néonicotinoïdes. C'est une famille de pesticides. Alors depuis leur arrivée, la mortalité des abeilles a augmenté de 50 à 80% dans certaines régions contre 5% auparavant. Qu'est-ce que c'est ces pesticides, Axel Descourty? Alors en fait, c'est une nouvelle famille d'insecticides qui ont la particularité d'être véhiculés dans la plante, par la sève. Donc les agriculteurs les utilisent en traitant les semences. Donc ils traitent les graines, ils sèment les graines et puis le produit se retrouve donc dans la sève et peut du coup se retrouver dans les fleurs qui sont visitées par les butineuses. Donc voilà, des risques d'intoxication. Donc bon, il y a plus trop de débats. C'est vrai qu'on a vécu un débat durant 10 ans, 15 ans. Est-ce que ces insecticides-là avaient un impact sur les abeilles? Bon, maintenant c'est prouvé scientifiquement, il y a bien un impact. Il n'y a pas de doute. Voilà, et je pense qu'il faut sortir aussi du débat de est-ce que c'est la première cause, est-ce que c'est la seconde cause, est-ce que c'est la troisième cause. Voilà, il y a un impact, on le sait. C'est pas pour ça, dire ça, ce n'est pas défausser varroa. Varroa est un fléau qui touche toutes les colonies. Quand j'entends dans le reportage qu'il y a 15% des apiculteurs en ville qui ne traiteraient pas varroa, il y a quand même un problème chez ces apiculteurs-là. Il faut qu'ils maîtrisent varroa aussi. C'est quand même une des premières causes aussi de mortalité hivernale. Donc voilà, on n'est plus dans dire voilà, par les varrois, c'est défausser les néonicotinoïdes et inversement. On est face à différents stress. Multiplication de facteurs. Multiplication de facteurs. Les insecticides vont réduire les défenses naturelles des abeilles. Varroa peut faire de même. Et donc, varroa suivi d'un insecticide, ben voilà, c'est la catastrophe. Et inversement, c'est la catastrophe aussi. Donc voilà, c'est sur ces interactions de stress que nous, on travaille, en tout cas, dans le domaine de la recherche. Et puis, le problème de ces insecticides aussi, Bruno Parmentier, c'est qu'en fait, ils sont solubles dans l'eau, donc ils tombent dans les sols. Oui, c'est d'ailleurs une de leurs propriétés, d'être sur la graine et de protéger la graine contre les animaux qui mangent la graine à l'intérieur du sol. Donc, d'un côté, c'était une idée qui avait l'air géniale, quoi, hein, parce que on a vu dans le film ces épandages aériens, je veux dire. A priori, c'est quand même beaucoup mieux de mettre de l'insecticide uniquement sur la graine que d'épandre des insecticides. Mais vous savez, ça me fait penser au DDT. L'inventeur du DDT, il a eu le prix Nobel de la paix et on lui a dit « Tu es probablement un des hommes qui a sauvé le plus de vies dans le monde. » Il a sauvé des dizaines de millions de vies. Et puis maintenant, on s'aperçoit que le DDP, excusez-moi, mais c'est une belle vacherie qui reste dans les foies des phoques, qui est permanent et qui est totalement interdit. Donc il faut se méfier de cette apparente modernité. C'était une bonne idée, ben, finalement, elle n'est pas si bonne que ça. Or, donc il faut absolument protéger nos cultures. On ne peut pas non plus réduire la production de céréales, de légumineuses, etc. On a besoin de manger. On a même besoin d'augmenter de 70% encore la production agricole mondiale dans les 50 ans qui viennent. Mais il faut, si finalement les dégâts collatéraux deviennent pires
que le sujet, il faut avoir la simplicité et la modestie de faire un pas en arrière en disant on s'est gouré, on va essayer autre chose. Laurence Abeille, ces pesticides donc, sont extrêmement nuisibles pour l'environnement, pour les insectes et notre santé à nous. Notre santé est impactée de la même façon. Il n'y a pas de raison qu'on y échappe finalement. On fait partie de l'écosystème. Et donc, on consomme des aliments qui sont eux-mêmes évidemment impactés par ces pesticides. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est de les interdire. Alors, on parle toujours de délai, on dit en telle année, en telle année, en telle année. Dans la loi biodiversité, il y a un amendement qui est passé qui dit on interdit les pesticides néonicotinoïdes dès janvier 2016. C'était contre l'avis du gouvernement, mais avec l'avis favorable des députés présents. Et j'espère que ce dispositif va se maintenir, parce que vraiment, il y a une urgence. Et ça serait aussi une grande victoire pour dire qu'on n'en a pas besoin. Qu'on nous a fait croire pendant des années que c'était des produits absolument indispensables. Or, ce n'est pas vrai. Et que par ailleurs, il y a tout un tas de gens très compétents en agriculture qui ont démontré depuis maintenant longtemps qu'on a des moyens de produire une agriculture, enfin de produire de l'agriculture de façon saine, propre, sans produits chimiques. Mais évidemment, ça va tout à fait à l'encontre des intérêts des grandes firmes. Parce que j'allais vous dire l'agrochimie. qu'effectivement, en France, contre l'avis du gouvernement, l'Assemblée nationale avait voté l'interdiction à compter de janvier 2016 de ces produits, et puis le Sénat a rejeté le texte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, le Sénat, en fait, n'a pas encore été consulté sur le texte de loi sur la biodiversité. Ça va arriver début juillet. Donc, voilà, en fait, c'est un sujet qui nous occupe, on va dire, depuis pas mal d'années. Et les groupes écologistes du Sénat, avec Joël Labbé, de l'Assemblée nationale, avec moi et d'autres, sont sur ces affaires de pesticides, et en particulier de néonicotinoïdes, pour essayer absolument de les interdire, aussi bien la vente, que les particuliers ne puissent pas utiliser ce nombre de produits, je pense au fameux Roundup, mais ça c'est pas dans les néonicotinoïdes, mais bref, qu'on arrête cette chimisation, si je puis dire, de l'agriculture, aussi bien en milieu urbain, dans tout ce qui est jardin public et autres, qu'en milieu rural, où c'est sans doute là le plus important, pour que enfin on arrive à avoir des terres qui soient sauvées de la mort, parce que ces terres, elles ont plus de vers de terre, on parle de l'impact sur la santé humaine, mais c'est toute la flore et la faune qui est impactée sur ces territoires-là. Et donc là, l'Assemblée nationale a voté cet amendement en première lecture. Le Sénat va donc examiner le texte en première lecture également. Ça, c'est en début du mois de juillet. Le texte doit ensuite revenir à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai qu'il y a une mobilisation en ce moment d'un certain nombre de parlementaires, tous bords confondus, et d'associations pour vraiment dire on doit maintenir absolument cet amendement dans le texte, et le texte de la loi sur la biodiversité doit prononcer cette interdiction le plus rapidement possible en janvier 2016. Florent Coljean. Avec mon co-réalisateur, donc Adrien Urbain, on organise souvent, on nous invite à projeter le film comme ça dans des mairies, dans des associations, et on s'est toujours rendu compte que les gens avaient un engouement, voulaient arrêter avec les pesticides, voulaient arrêter avec les néonicotinoïdes. On fait confiance à vous, les politiques, pour que les décisions soient prises. Mais tous les apiculteurs qu'on a rencontrés nous ont dit, il y a ce problème des néonicotinoïdes, il y a le problème du varroa, mais le varroa, certains, Julien Perrin qui est dans le film, essaye de développer des races d'abeilles qui soient résistantes elles-mêmes pour se défendre au varroa. Et il y a une dernière cause qui est énorme, et je pense que Dominique, tu seras d'accord, c'est les variations climatiques. Il y a des gros problèmes, les abeilles ont du mal à s'adapter à des variations de température. On commence un jour, le matin il fait 10 degrés, on va se retrouver le lendemain à la même heure à 25 degrés. Et ça, c'est un gros problème de fond. La COP21 va l'aborder à la fin de l'année. Et ça aussi, il faut faire des choses sur le climat. Axel Descourtiers, vous vouliez réagir ? Oui, sur les décisions politiques. Bon, ça fait 15 ans que je travaille sur l'impact des néonicotinoïdes, donc notamment nos travaux qui, publiés en 2012, ont abouti au retrait, à l'interdiction de cruisers sur colza. On est toujours content que nos travaux de recherche servent à alimenter des décisions politiques. Maintenant, moi j'ai une inquiétude, c'est que même si ces décisions vont dans le bon sens, il ne faudrait pas considérer que les décisions vont sauver automatiquement l'abeille. Que les politiques, on dit voilà, on vous a donné ça, maintenant on a réglé le problème. Voilà, il y aura encore des problèmes. Donc ça va dans le bon sens, mais si on ne lutte pas contre varroa, si on ne met pas les ressources alimentaires dans les milieux, si on n'a pas une génétique appropriée
à l'environnement et à l'apiculture que l'on veut, on aura encore des problèmes. Donc il ne faudrait pas que ce soit une décision simpliste en disant voilà, l'acte il est fort, il est politique, on a interdit les pesticides, maintenant on ne veut plus entendre parler de l'abeille. Bruno Parmentier. En fait, c'est un changement total de l'agriculture qu'on est en train de penser. Hein. C'est que l'agriculture moderne, comme elle est en France, on a une des agricultures les plus modernes au monde, mais une des plus menacées. Parce que, en fait, elle dépend de l'accès régulier à des ressources non renouvelables. Toujours plus de pétrole, toujours plus de chimie, toujours plus d'engrais, etc. etc. La réalité du XXIe siècle, c'est la planète se réchauffe et les ressources s'épuisent. Et donc, ce système à base de tracteurs, d'engrais et de pesticides, il est vraiment menacé. Il est menacé d'un côté parce que notre santé, la santé des abeilles, etc. Mais il est aussi menacé par l'épuisement des ressources et par le réchauffement de la planète. Et donc, maintenant, il va falloir intensifier les processus écologiques, comme avant on intensifiait les processus chimiques. Et là, d'un côté, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on est nul en agriculture écologique. Et oui, parce c'est une révolution pour le moment, agricole. depuis 50 ans, on ne cherche que de l'agriculture chimique. Donc, quelque part, on est au bout des découvertes un peu de l'agriculture chimique, mais on est au tout début des découvertes de l'agriculture écologique. Et par exemple, on a vu beaucoup d'images dans votre film où on voit un champ avec 10 hectares d'une seule espèce, d'une seule variété. Mais imaginez le prédateur qui arrive au bord du champ, il ramène tous ses copains en disant regardez tout ce qu'il y a à manger. Il faut beaucoup plus de diversité dans la campagne. Les agriculteurs, est-ce qu'ils sont prêts à ce changement-là? Parce qu'on le voit, si les apiculteurs, par exemple, sont clairement opposés aux pesticides, etc., pour les agriculteurs, ils sont dans une situation qui est plus délicate parce qu'ils doivent protéger leur culture et en même temps, bien sûr, qu'ils ont le souci de l'environnement. Alors, comment on fait, Axel de Courty? On vit un paradoxe actuellement parce que bon, on l'a déjà cité 3 ou 4 fois, le 153 milliards d'euros. Donc, c'est pas rien. Ça veut dire que dans les revenus de l'agriculteur, normalement, l'abeille est quelque part. Voilà. Or, aujourd'hui, quand on travaille avec les agriculteurs, et nous on le fait en leur disant bon, voilà, on va changer vos systèmes qui sont trop drastiques pour l'abeille, trop risqués pour l'abeille, et on va les modifier, tout de suite on nous rétorque, mais vous allez toucher à ma durabilité économique, vous allez toucher à mes bénéfices économiques. Donc c'est vrai qu'il faut réinventer le système. Voilà, les agriculteurs, on leur a donné des béquilles un peu, qui étaient sashimi pendant un certain temps, et donc il faut avec eux. Alors il y a des solutions, il y a quelques agriculteurs qui testent des choses, mais on a encore, c'est vrai, besoin de prouver à l'échelle de l'agriculteur, pas que des chiffres macroéconomiques à l'échelle du continent, à l'échelle de l'agriculteur, comme quoi non seulement il ne va pas perdre, mais il pourrait gagner en ayant un système favorable aux abeilles. Dominique Sénat, vous vouliez réagir? Oui, là on parle d'agriculteur, mais je pense qu'il faudrait peut-être remonter un cran dessus, c'est-à-dire le consommateur. L'agriculteur, en fait, est-ce qu'il n'est pas là pour produire ce que le consommateur lui demande? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est rentré dans un espèce de système de caprice où on veut un peu tout, n'importe quand, n'importe comment. Ça, c'est le premier point. L'exemple en est, c'est que, par exemple, dans le concours des prairies fleuries, où on a mis sur le même territoire où vous aviez sur le même territoire des agriculteurs qui cherchaient comment valoriser leurs produits et des apiculteurs qui, eux, cherchaient simplement à vivre des produits de la ruche. Eh bien, ces gens-là se sont rencontrés et ils ont mené des expériences simples, c'est-à-dire que notamment ce sont des zones plutôt des zones de de moyenne montagne, où plutôt que de faucher les foins trop tôt, c'est-à-dire avant d'arriver à floraison et de laisser les pollinisateurs faire leur travail, et ensuite les abeilles vivre et rentrer ce qu'elles avaient rentré au niveau de la ruche, eh bien, ils se sont entendus pour que, une fois que les fleurs ont été butinées, eh bien, les agriculteurs ont fauché. Eh bien, le constat aujourd'hui, il est clair, c'est qu'effectivement, il y a peut-être un peu moins de produits au niveau de l'agriculteur, mais il y a surtout une valorisation du produit fini. C'est-à-dire que ça donne des meilleurs goûts aux produits finis, que ce soit au lait, aux produits laitiers, au fromage, et ainsi de suite. Donc, est-ce que ce n'est pas une piste aussi d'échange et de recherche que plutôt s'engouffrer dans l'agroalimentaire avec des coopératives énormes, avec une uniformisation. Et en même temps, on a des exigences de production. Bruno Parmentier, comment on passe d'une agriculture cliniquement
chimiquement intensive, écologiquement intensive. Oui. Ben, c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'on nage dans l'inconnu. Ouais. Parce que, d'abord, on redonne énormément de décisions à l'agriculteur. Parce que l'agriculteur, finalement, il s'était abonné au fax puis au mail. On lui disait, aujourd'hui il pleut, vas-y, 250 grammes de poudre violette. Bon, et puis ça marche. Ça marche et il en vit. Donc il dit, je veux que ça continue. Et puis maintenant, l'agriculteur de demain, c'est beaucoup plus compliqué. C'est la prise de tête. C'est où en sont mes abeilles, où en sont mes vers de terre, où en sont mes hérissons, où en sont mes chauves-souris, où en sont mes mésanges, où en sont, etc. Et comment je peux, quelque part, intensifier toute cette vie pour pouvoir vivre. Et par exemple, un des signes de ça, c'est l'abandon du labour. En fait, le labour, pourtant, c'était quand même une chose extraordinaire, hein, une des 2 mamelles de la France, c'est terminé. Le labour, quelque part, ça consiste déjà, par exemple, à n'utiliser le soleil que 6 mois par an. Mais celui qui commence à ne plus labourer et à dire, je vais mettre de la biodiversité et je vais utiliser les rayons du soleil 365 jours par an, c'est très compliqué pour lui, parce que tous les autres disent, tu bosses pas ou quoi? Et puis, qu'est-ce que c'est que toute cette vermine? Or, attendez, ce qu'on associe, nous, à la propreté, c'est la mort. Hein, la propreté, c'est la mort. C'est d'abord de la biodiversité. C'est ce qu'on voit actuellement sur le bord de nos routes. Heureusement qu'on ne fauche plus que la moitié et on s'aperçoit qu'on a besoin de vie sur le bord de nos routes. Donc on a besoin de faire le partage entre la sécurité routière et la vie. Et laissons, s'il vous plaît, des fleurs sur le bord de nos routes. Est-ce que par exemple, parce que les États-Unis se sont aussi engagés clairement, enfin en tout cas Barack Obama s'est exprimé sur la question. Il va investir 80 millions pour les abeilles, transformer 2,8 millions d'hectares de terrain public en terrain de jeu pour les pollinisateurs. C'est une solution, ça? Ou ça suffira pas, puis après on doit conclure? Moi, j'ai envie de parler d'effet d'annonce, franchement, là-dessus, parce que je pense que c'est vraiment la transformation en profondeur du modèle agricole qui peut recréer, remettre de la biodiversité et donc effectivement sauver les abeilles qui sont les sentinelles de la biodiversité. Donc c'est bien que M. Obama se préoccupe de cette question-là. Je ne crois pas beaucoup à ces solutions. Et les nôtres, elles sont mieux? Pas vraiment, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire qu'on va sur des petits territoires, sur un certain nombre de territoires, dire voilà, là on va mettre les abeilles, vont être contentes, et on va continuer à tuer les sols et la biodiversité. Donc il faut agir aussi sur les pesticides. C'est absolument partout. Et on n'a pas parlé vraiment de la santé des agriculteurs, mais ils sont les premières victimes de ces pulvérisations qu'ils font, on le sait maintenant. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui sont volontaires pour changer. Ça passe par la formation, ça passe par la volonté politique, un certain nombre de contraintes qui doivent être données, mais je pense qu'après, il y a une émulation qui se fera tout naturellement et on devra nécessairement arrêter cette agriculture qui tue et qui pollue. Alors voilà, ce sera le mot de la fin. On espère que tout ça évoluera dans le bon sens. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. La semaine prochaine, Laurent Bazin vous proposera un documentaire sur Daesh. Moi, je vous retrouve dans 15 jours. Nous partirons en Avignon. Retour sur un festival, il y a un an, menacé par la percée du Front National au municipal. À bientôt sur Public Sénat.